Bienvenue, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire Les 30 ans du traité de Maastricht. Je m'appelle Albrecht Sonntag, je suis professeur à l'EU Asia Institute de l'ESCA École de Management qui organise ce webinaire et je vous remercie de votre intérêt pour cet échange sur un moment clé de la construction européenne. Nous aurions été enchantés de vous accueillir sur notre beau nouveau campus de Lyon. Mais nous sommes tout aussi ravis de vous accueillir dans le monde virtuel auquel nous nous sommes désormais habitués, like it or not. Je suis entouré de mes collègues à l'arrière-plan, Silke Leukefeld, qui est la régie de ce webinaire, soutenu par Robin Miquel, étudiant de troisième année chez nous, et Christophe Weber, mon collègue, professeur d'économie et initiateur de cet événement. Et je ne voudrais pas non plus oublier de glisser un merci chaleureux à nos amis de l'Institut Jacques Delors et à Euradio aussi pour leur accompagnement et leur aide. Et surtout, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à nos deux invités, grands témoins de ce moment d'histoire européenne que nous allons ausculter aujourd'hui, Madame Elisabeth Guigou et Monsieur Joachim Bitterli. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, permettez-moi de vous présenter brièvement, Madame Guigou, plusieurs fois ministre de la Ve République. D'abord, au début des années 90, si ma mémoire est bonne, sous Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy. J'espère que l'ordre est bon. Et ensuite, vous avez entamé un mandat de députée européenne. Qui a été écourté par la victoire surprise de Lionel Jospin en 97 et votre nomination au poste de garde des Sceaux. Mais ce qui nous intéresse avant tout aujourd'hui, c'est la période du début des années 90, quand vous étiez ministre délégué aux Affaires européennes. C'est bien le sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Monsieur Bitterli, vous avez embrassé de votre côté une carrière de diplomate, occupant des postes d'ambassadeur, y compris dans la première moitié des années 80 au sein de la représentation permanente de l'Allemagne à Bruxelles, Allemagne de l'Ouest à l'époque. En 1987, vous avez accepté le poste de conseiller du chancelier Helmut Kohl pour les affaires européennes, justement, puis pour la politique étrangère et de sécurité extérieure, une fonction que vous avez, si je suis correctement informé, occupée jusqu'à la fin du mandat, du dernier mandat de M. Kohl en 1998. Et plus tard, vous avez opté pour une carrière dans le business, on connaît bien Aleska, notamment chez Veolia. À vous aussi, un grand Dankeschön pour avoir accepté notre invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets peut-être de donner quelques informations pratiques à tous ceux qui nous écoutent déjà. Il y en a aussi qui vont sans doute nous rejoindre encore. Alors, en principe, les caméras et les microphones de nos auditeurs inscrits devraient être coupés, fermés, afin de garantir un échange sans bruit parasite. Mais bien entendu, vous êtes tous invités à poser des questions sur la fonction chat de Teams et nous essayerons d'y revenir durant la conversation. Des questions, j'en ai déjà trop moi-même, mais n'hésitez surtout pas à lancer vos propres questions au fur et à mesure que notre table ronde avance. Et vous pouvez aussi liker, comme on dit aujourd'hui, une question déjà formulée dans le chat si vous la trouvez intéressante. Notre webinaire est programmé jusqu'à 19h15, mais nous laisserons le chat ouvert après, encore pendant un quart d'heure, si jamais vous laissez un message ou une question vous revient et on tentera d'y répondre par la suite. Voilà, on va pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de dresser un petit peu le contexte de ce jour qu'on commémore avec notre webinaire aujourd'hui, le 7 février 1992, jour de la signature officielle du traité de Maastricht. C'était un vendredi. C'est donc un jour après le 40e anniversaire du règne d'Élisabeth II d'Angleterre et un jour avant l'ouverture des Jeux olympiques d'Albertville. En 1992, la communauté européenne compte 12 États membres. Ça fait 11 ans déjà que François Mitterrand est président de la République.
Ça fait près de 9 ans que Helmut Kohl est chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Et dans son premier gouvernement de l'Allemagne réunifiée, il a nommé ministre de la Famille et de la Jeunesse une jeune femme de l'Est du nom d'Angela Merkel. Au Royaume-Uni, John Major a succédé à Margaret Thatcher depuis 1 an environ. Et en Italie, Giulio Andreotti, un chrétien démocrate, est président du Conseil. Les États membres les plus récents, l'Espagne et le Portugal, membres depuis quelques années seulement, sont menés par 2 sociodémocrates, Felipe González et Aníbal Cavaco Silva, si ma mémoire est bonne, respectivement. Et dans l'est du continent, la guerre en Yougoslavie prend de l'ampleur encore. Elle se déplace de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine avec le siège de Sarajevo. L'Union soviétique a cessé d'exister depuis fin décembre 1991, donc ça fait tout juste 6 semaines quand la signature du traité a lieu que l'Union soviétique n'existe plus. Et à Saint-Pétersbourg, un officier du KGB de 38 ans, rappelé d'Allemagne en 90, du nom de Vladimir Poutine, est nommé à la tête du comité municipal pour les relations internationales. Il a fait carrière depuis. Sinon, en 1992, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'Oscar du meilleur film va au Seigneur des Anneaux. L'Irlande remporte, au Silence des agneaux, faut que je me reprenne, l'Irlande remporte le Grand Prix d'Eurovision de la chanson, avec une chanson vite oubliée. Miguel Indurain remporte son 2e Tour de France et l'UEFA rebaptise sa compétition phare la Ligue des Champions. Voilà pour le contexte historique. 30 ans plus tard, avec les reculs d'aujourd'hui, ce 7 février 1992, ce vendredi, à Maastricht, ce moment était-il un événement qui mérite l'adjectif historique? Voici ma première question à nos 2 invités, à nos témoins. Est-ce que c'était un moment historique pour la France, Madame Guigou, pour l'Allemagne, Monsieur Bitterlich, pour l'Europe, tous les 2? Et dans quel état d'esprit étiez-vous? Étiez-vous heureux, soulagé, dubitatif, peut-être déjà un petit peu déçu? Mettez-nous dans le contexte. Vous avez la parole, Madame Guigou. Je vous laisse la priorité. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très heureuse de ce débat et de retrouver Joachim, c'est un ami proche avec lequel nous avons vécu tous ces événements. Alors, cette date du 7 février 1992, c'est un aboutissement après plusieurs dates qui ont précédé, qui sont très importantes. Hein. Moi, j'en ai compté 6 avant ce 7 février. D'abord, il y a juin 1988, c'est la rencontre à Évian Oui. du président Mitterrand qui vient d'être réélu président de la République, hein, quelques semaines avant, et du chancelier qui alors présidait l'Union européenne et qui est juste avant le Conseil européen de Hanovre, qui clôt la présidence. Et là, c'est au bord du lac d'Évian, le 3 juin 1988, que Helmut Kohl et François Mitterrand, dans un décor absolument féerique, se retrouvent pour la première fois du côté français sans Jacques Chirac. Manifestement, le chancelier m'a paru très soulagé de ne plus avoir 2 interlocuteurs français, de surcroît de bords politiques différents, et de retrouver François Mitterrand, avec qui ils avaient des relations amicales, hein, vraiment des 2 côtés. Voilà. Et là, c'est là que le chancelier demande au président Mitterrand s'il va donner son feu vert à la libération des mouvements de capitaux. Et François Mitterrand lui répond oui, je ferai ça, je donnerai instruction au ministre des Finances, donc Pierre Bérégovoy à l'époque, mais à 2 conditions. La première, c'est que nous ayons une directive sur l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne. Et la seconde, c'est que nous allions vers la monnaie unique. Et aux 2 questions, Helmut Kohl a dit d'accord, François, d'accord. Aussi Première... net. Oui, 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 c'était vraiment, ça avait été préparé quand même. Hein, bon. Mais, n'est-ce pas, Joachim? Donc,
Et de fait, le chancelier Kohl va demander, enfin, à Jacques Delors avait déjà préparé ça, une directive sur l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne qui sera bloquée malheureusement par, toujours par les mêmes, hein, le Royaume-Uni, mais derrière se cachait le Luxembourg, et et puis, il, confirme, le chancelier, qu'il demandera à Jacques Delors de produire un rapport sur la marche vers la monnaie unique. Donc ça, pour moi, côté français, à ce moment-là, c'est vraiment la relance, Mmh. qui va aboutir, au traité d'union économique et monétaire, parce que les Français, étaient restés un petit peu déçus par, au moment de l'acte unique, par le fait qu'on ne mentionnait, l'euro de façon extrêmement succincte, hein. Voilà, alors ça, c'est la première date. La 2e, c'est juin 89, donc à au Conseil européen de Madrid où Felipe González, fait approuver le rapport Delors malgré l'opposition de Margaret Thatcher, hein, Mmh. qui donc trace le chemin, vers l'union économique et monétaire. Rapport Delors qui avait le mérite d'avoir réuni l'assentiment de tous les gouverneurs de banque centrale, Mmh. des États membres, hein. La troisième date, c'est Strasbourg, décembre 89. Vous voyez, c'est de 6 mois en 6 mois quand même, hein. On est dans une impulsion politique forte. Strasbourg, décembre 89, où on fixe la date de la réunion intergouvernementale sur Mmh. la conférence Union monétaire. On la fixe pour dans un an, hein. Mmh. Donc, Alors, il est voilà. intéressant de rappeler qu'entre Madrid, juin 89 et Strasbourg, décembre 89, le mur s'est ouvert. Mine de rien, ça change un peu la donne. De Je voulais rien, juste oui. rappeler le contexte historique, pour, peut-être les plus jeunes, parmi nos Bah, auditeurs. on reviendra bien sûr sur ce sommet de Strasbourg où on a discuté, parce qu'on était en pleine. Enfin, l'Union soviétique commençait à se désintégrer, la réunification allemande était dans le paysage, hein. Mmh. Donc là, il y a eu des discussions cruciales, là, hein, à Strasbourg. Et puis, s'agissant en tout cas du traité de Maastricht, ensuite, le Conseil européen de Dublin, parce que le chancelier Le Gaulle avait donné son accord pour la conférence sur l'union monétaire, mais il avait dit à François Mitterrand à Strasbourg, je voudrais qu'il y ait une conférence aussi sur l'union politique, hein. Mmh. Quoi, le président Mitterrand avait dit tout de suite d'accord et il s'était mis d'accord pour demander qu'il y ait une préparation, rapide, hein, parce que sur l'union monétaire, j'avais 30 ans qu'on en parlait, mais sur l'union politique, on était encore un peu au balbutiement. Donc vous voyez, on a préparé ça, hein, avec les conseillers du et puis, Rome, donc décembre 1990, qui ouvre les négociations qui ont lieu pendant toute l'année 91, le Maastricht en décembre 91 et, euh, et puis la signature. Voilà. Donc toutes ces dates sont cruciales, évidemment. Quand vous dites Maastricht, décembre 91, donc c'est les 3 jours de sommet où l'accord a été trouvé, qui a permis la signature en Oui, février, c'est hein, c'est le c'est bouclage des le négociations bouclage. Mm. ouvertes dans 2 conférences intergouvernementales parallèles. Mhm. L'une sur la conférence, la première sur l'union économique et monétaire qui réunissait les ministres des Finances qui ont négocié, hein, et l'autre sur la conférence sur l'union politique qui réunissait les ministres des Affaires étrangères. Alors moi, j'avais la chance d'être dans les 2 parce que j'étais devenue, ministre déléguée aux Affaires européennes entre-temps et que François Mitterrand voulait que j'assiste aussi à la conférence sur l'union économique et monétaire. Bon, ça m'allait très bien. Et donc voilà, c'est quand même une période inouïe, quoi, Mm. d'accélération, après la clinique, très récent, Mhm. Mm. d'accélération par la volonté d'un trio, moi, voilà, un trio glorieux, n'est-ce pas, euh, Delors, Kohl, Mitterrand. Ok, donc je déduis de votre commentaire que l'adjectif historique n'est pas usurpé, donc ça c'est la première chose. Et je reviens rapidement et brièvement sur la question de l'état d'esprit de ce jour-là, quand les chefs d'État et de gouvernement signent effectivement le papier qui a eu cette préparation longue et sans doute aussi acharnée.
Quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Bah, moi, je suis très heureuse parce que c'est l'aboutissement de tout un travail de plusieurs années, bien sûr. En même temps, je vois bien que d'abord la ratification est devant nous et en France, il y a des oppositions très fortes, comme chaque fois qu'on a un traité européen, hein. Les partis politiques sont divisés d'ailleurs, à l'intérieur. Donc je me dis que ça ne va pas être, forcément très facile et puis surtout l'Europe est en plein bouleversement. Parce que justement, comme vous l'avez rappelé, l'Union soviétique s'est désintégrée, parce que la réunification allemande est faite et que ça fait peser, une lourde charge évidemment sur, l'Allemagne, que ça pose la question de la solidarité des autres États membres. Enfin, tout Mmh. ça quand même, c'est une conjonction qui a les bouleversements dans les Balkans, hein, avec la désintégration de la Yougoslavie. Oui, On reviendra là-dessus parce qu'il y a eu des moments, difficiles quand même, y compris entre la France et l'Allemagne, hein, oui. voilà, qui n'avaient pas exactement les mêmes positions géographiques en tout cas, Non. dans toutes ces tout ça, voilà. Ah, merci beaucoup, pour, avoir partagé ces souvenirs et puis rappeler ces 6 dates qui ont mené vers ce 7 février. On va changer de perspective donc monsieur Bittadi, comment, est-ce que vous partagez, les souvenirs? Est-ce que vous en avez d'autres de votre côté? Et quel était votre état d'esprit, en ce février 92? Merci Elisabeth d'avoir retracé, je dirais, l'histoire de ce traité à partir de juin 88, décembre 91, en 3 ans. Je pense que nous avons achevé le progrès le plus important européen depuis les traités de Rome, finalement. Ça, c'est ma conviction. Et pour moi, c'est un événement évidemment historique. Lorsque je regarde en arrière, évidemment d'un côté, Elisabeth, tu te souviendras, lorsque dans les années 80, au fond, des progrès à minima, on avait déjà du mal à faire entrer l'Espagne et le Portugal, l'acte unique était plutôt une déception, certainement oui le marché intérieur, mais en même temps j'ai toujours à l'esprit les discussions des chefs d'État et de gouvernement en marge du fameux sommet du Luxembourg, Mmh. on faisait échanger des blagues si le marché intérieur allait menacer l'île qui nous a quittés entre-temps par le passage des rats par le tunnel de la Manche. Ce sont des blagues à l'époque qui circulaient entre les chefs de gouvernement cette journée au Luxembourg. Mais on a repris ce que j'appelle le sérieux et je pense dans un temps record un sujet, je dirais, qui était le plus sensible pour les Allemands, la monnaie. Cette monnaie abolir, renoncer au Deutschmark qui a existé avant la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution provisoire, qui a existé avant l'État même, avant le drapeau, avant l'hymne national. Pour ça, et en plus, avec cette symbolique, je dirais, clé pour la résurrection de l'Allemagne après-guerre. Et d'où, on va revenir peut-être à ça, de cette sensibilité extrême pour les Allemands, d'où, pour un chancelier Kohl, l'obligation d'un parcours sans faute, Mmh. à cause des risques de ratification après. Parce que l'ambiance n'était pas en faveur en Allemagne. Et je suis sûr, s'il y avait eu à l'époque un référendum en Allemagne, on n'aurait pas gagné. On aurait eu du mal, mais je pense qu'on n'aurait pas gagné. Mmh. Elisabeth, Je veux bien qu'on revienne là-dessus, ultérieurement, sur les raisons qui sont à l'origine de ces réticences. Je crois qu'on a un petit souci avec votre microphone, il y a beaucoup de bruit de fond, mais on vous entend quand même. Le progrès le plus important depuis, le traité de Rome? ce qui est pour moi important, à Maastricht, Elisabeth, je pense, ce qui était d'un côté ce progrès énorme, de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons dû négocier pendant Maastricht pour arriver à ce traité, c'était l'aspect social, la dimension sociale à l'époque, où nous voulions, Français et Allemands, aller, sous l'impulsion de Jacques Delors, aller nettement plus loin,
nous avons été bloqués par les Britanniques, hein, et où, avec l'aide du jurisconsulte de la commission de l'époque, nous avons inventé opt-in, opt-out, pour faciliter ce que j'appelle à ce que les Britanniques ne puissent pas dire non. Hein. Le seul domaine où ils ont dit non, c'était le domaine social à l'époque. Et pour moi, ce qui était pour Paul un petit peu, pas une déception, c'était son échec de faire avancer la coopération intra-européenne en matière de sécurité, surtout police, immigration, asile et protection des frontières extérieures. C'était une certaine déception, c'était pas mûr, si vous voulez. Mhm. Et l'autre côté, ce progrès, Elisabeth, très faible en matière de politique étrangère et de sécurité commune. Où un chancelier me disait aussi en même temps, je suis votre approche que vous avez élaborée avec les Parisiens, avec Elisabeth et avec Hubert Védrine, sans problème, mais sachez, pour moi, ce sera probablement le dernier chapitre, le couronnement de l'intégration européenne tout à la fin. Ça, vous voyez, vous avez le spectre Mhm. d'époque. Très bien. Et donc, j'en déduis un état d'esprit un peu plus mitigé, content de ce qui a été accompli. Excusez-moi. Content, heureux d'avoir atteint, finalisé surtout la monnaie unique, mais soyons francs, Elisabeth, à l'époque, nous n'étions pas sûrs que l'œuvre allait réussir à la fin, parce qu'il y avait encore quelques obstacles devant nous. Et lorsqu'on regarde en arrière, maintenant depuis 20 ans l'euro, même pour les Allemands, c'est un succès. C'est ça, Oui, pour moi, l'achèvement historique, pour moi, c'est un achèvement historique, c'est l'euro pour l'Europe. Mhm. oui, non, mais incontestablement, c'était ça qui était prêt quand même. C'est-à-dire que, euh, comme d'ailleurs l'a dit à plusieurs reprises le chancelier, au fond, et on savait en France, et le président Mitterrand était le premier à le comprendre d'ailleurs, que c'était très difficile pour l'Allemagne, parce que au fond, le Deutschmark, c'était un peu le drapeau et le symbole de la renaissance allemande après la guerre. Donc, on avait parfaitement conscience de tout ça. Puis, il y avait le souvenir de la grande inflation des années 30. Enfin, tout ça pesait énormément. Et d'ailleurs, c'était exprimé avec vigueur par le ministre des Finances de l'époque, hein, Theo Wegel, par ailleurs membre crucial de la coalition gouvernementale, de Bavière, enfin bon. Donc tout ça, le président Mitterrand en était parfaitement conscient, et c'est sûr que le cœur quand même du traité de Maastricht, c'est incontestablement l'union économique et monétaire. C'est ça qui Mhm. était prêt, qui était au fond le couronnement, c'était le couronnement du marché unique, c'était l'évolution logique, difficile politiquement, mais logique de la création du marché unique. Alors, ce qui est certain, c'est que le reste, la conférence sur l'union politique qui a été demandée par le chancelier et d'ailleurs acceptée tout de suite par le président Mitterrand, elle recouvrait plusieurs aspects. Elle recouvrait d'abord la question des pouvoirs, des questions institutionnelles, c'est-à-dire l'augmentation des pouvoirs du Parlement européen avec la codécision, hein, qui a été, voilà. En contrepartie, l'augmentation du vote à la majorité, donc énormément de domaines, puisque ça va Mhm. ensemble, codécision, vote à la majorité. Pour le chancelier, c'était très important, je crois, hein, ces questions de... Pour le président Mitterrand, il acceptait ça, bien sûr, mais c'était quand même au fond, commencer, ouvrir la voie à une politique étrangère commune, sans illusion sur le fait que ça ne pouvait pas se décréter du jour au lendemain, évidemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il n'y a pas de politique étrangère commune européenne. C'est encore très difficile. Et par ailleurs, puisqu'on donnait des droits aux citoyens européens, à l'initiative largement de Felipe González, hein, les droits de vote aux citoyens européens dans les élections locales et européennes, il paraissait logique
que faisant tout cela, on commence à avoir quand même une coopération en matière de justice et aussi en matière de sécurité, parce que le bouleversement de l'Europe, avec l'effondrement de l'Union soviétique, reposait la question, avec acuité, de la sécurité du continent européen, question qui n'est toujours pas résolue aujourd'hui avec M. Poutine. Hein. Mm. Donc, M. Poutine, que d'ailleurs, excusez-moi cette parenthèse, en tant que ministre des Affaires européennes, j'ai rencontré à Saint-Pétersbourg, qui était chargé, comme vous l'avez rappelé, des relations internationales de la ville de Saint-Pétersbourg. Et je suis allée ouvrir une université francophone là-bas, et à son invitation. Et donc, j'ai dîné avec Vladimir Poutine, avec toute une délégation. Hein, voilà. Dîner délicieux d'ailleurs. Bon. Et donc, il ne s'en souviendra pas. Moi, je m'en souviens, parce qu'évidemment, après. C'est vrai que Joachim a raison de rappeler que à Maastricht, dans la négociation sur l'Union économique et monétaire, il y a eu toute une partie de négociation sociale, parce que dans les deux cas, il y avait une opposition britannique farouche, hein, même si c'était John Major qui avait remplacé Margaret Thatcher. Et donc, il y a eu deux opting out, un sur la monnaie et l'autre sur le social. Voilà. Et les Britanniques n'étaient pas enthousiastes, loin de là, les Danois non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils voteront non, hein, la ratification, mais avant de voter oui, mais sur les questions de politique étrangère et sur les questions de justice et de sécurité. Donc c'était difficile. Et avant d'arriver à au fond, il y a eu plusieurs étapes pour aller vers la monnaie unique. D'abord, la fixation de la date de la conférence, mais à Maastricht, le président Mitterrand a mis sur la table, à la surprise générale, la question de la date butoir, quand même, hein, pour passer à la monnaie unique. Et je me souviens, Joachim s'en souviendra aussi certainement, que le chancelier, évidemment, avait des difficultés internes, hein, parce que je crois qu'il était très sincère quand il disait à François Mitterrand qu'il avait compris que c'était le couronnement du marché unique, et d'ailleurs que l'union économique et monétaire et l'union politique étaient les deux faces d'une même médaille. Je crois qu'il faisait référence à une formule célèbre de Konrad Adenauer. Et donc là, c'était pour lui difficile, mais il a accepté, sous la pression conjointe, je veux dire, du président Mitterrand et de M. Andreotti, qui est entendu tous les deux pour. Mais je pense vraiment que si on n'avait pas eu cette date butoir sur le passage à la monnaie unique, on n'y serait toujours pas. Hein. Donc, c'est une question aussi de fixer une deadline pour mettre la machine en branle, en fait. Mais ayant à l'esprit en même temps, Elisabeth, à l'époque, vu les conditions qu'on avait développées ensemble, nous n'étions pas du tout sûrs que l'Italie pouvait nous joindre lors du début de la monnaie unique. C'était des questions ouvertes à l'époque. L'Italie. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que dans le traité, on peut passer à la monnaie unique à partir de 1997 si une majorité d'États membres sont prêts à remplir les fameux critères. Mais en tout état de cause, en 1999, même si il n'y a pas une majorité d'États membres prêts. Et c'est là qu'à un moment donné, on s'est d'ailleurs posé la question de savoir si l'Allemagne et la France ne seraient pas les seuls à être pris. Pour la France, ça a été difficile, hein, mais c'était difficile pour l'Italie, pour la Belgique, souviens-toi, Joachim, qui était très endetté aussi. Très endetté. Oui. À l'époque. Voilà. Mais souvenons-nous, M. Sonntag, ça c'est l'importance pour moi, pour aujourd'hui même. Oui. À l'époque, nous étions activement sur la voie, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon de sciences politiques modernes, le groupe de pionniers ouverts. On était sur cette voie à l'époque. Et pour moi, aujourd'hui, dans une union, ce que j'appelle communauté à 27, j'en ai besoin de ce principe pour avancer. Bien sûr. On devrait bien se rappeler exactement
Oui, qu'on ne rappelle pas suffisamment qu'il faut jouer de l'Europe différenciée. D'ailleurs, chaque fois qu'on l'a exactement. fait sur un contenu bien précis, ça a réussi. Quand Mmh. on se contente de dire il faut mettre ensemble sur des Oui, contenus flous, ça ne marche pas. Mais je veux revenir quand même sur ce qui a été très difficile dans ces discussions avant d'aboutir à la signature du traité. Comme l'Union soviétique se désintégrait, comme la réunification allemande se faisait, au sommet de Strasbourg, donc décembre 89 déjà, il y a eu une discussion très difficile entre chefs d'État là, auquel j'ai eu le privilège d'assister. Moi, je n'étais pas encore ministre à l'époque, parce que je prenais les notes, hein, et que le président Mitterrand avait la présidence. Donc il n'y avait aucun collaborateur, il y avait simplement les chefs d'État et leurs ministres des Affaires étrangères. Et là, la discussion très difficile a tourné autour de la question des frontières de l'Allemagne Mmh. réunifiée. Est-ce que le chancelier allait accepter le terme de intangibilité des frontières, pas seulement inviolabilité, mais intangibilité des frontières, telles qu'elles étaient, et non pas telles qu'elles étaient au moment où on en parlait, là, et pas telles qu'elles étaient avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y Mmh. avait énormément de population allemande, évidemment, de l'autre côté de la frontière Oder-Neisse. Mmh. Et je me souviens que M. Weigel, encore une fois, personnage politique considérable, évidemment, plaidait pour le déplacement de la frontière au-delà de la rivière Oder-Neisse. Ce qui aurait, selon le Ah bon, alors moi Ouais. j'ai retenu ça, tu vas dire Ouais. comment oui, tu as la vécu les ceinture, choses, hein. Maxime, Ouais. Vive J'ai la mais j'ai pas souvenir ce qui, de ce qui monsieur pour... Weigl avoir dit ça. Monsieur Vitali, qu'est-ce que Non, vous en mais pensez? c'est Mais pas- on avait l'impression, si je peux me permettre de replacer dans le contexte rapidement, on avait l'impression que le chancelier était un peu hésitant sur cette question, un peu trop hésitant. C'était beaucoup traité dans les médias français notamment, mais pas que je français sais, d'ailleurs, à je ce sais. moment-là. Et ça, c'est un problème, ce que j'appelle des perceptions politiques et en même temps la connaissance de l'autre, c'est-à-dire l'illusion du voisinage. Mhm. Joli. Kohl a toujours dit, et j'ai eu de longs débats avec lui à cet égard, les deux Allemagnes avaient reconnu la ligne Oder-Neisse de manière séparée, aucun problème, et finalement qu'un État réunifié allemand devait confirmer cela. C'était ça l'objectif. Avant, nous étions sous la pression d'une jurisprudence de notre Cour constitutionnelle allemande, et Kohl avait finalement peur, à ce moment-là, lorsque l'unification n'était pas encore faite, de commettre un acte qui aurait été jugé anticonstitutionnel par Karlsruhe. Ah, Ça, et ce qui est pire chez les Allemands, si vous voulez, c'est oui. lorsqu'un chef de gouvernement commet un acte que Karlsruhe juge anticonstitutionnel. On avait ensemble cette peur et on cherchait une voie, la voie la plus pratique, afin de régler ce problème définitivement. J'ai eu à plusieurs reprises des débats avec le chancelier parce que j'ai dû défendre sa position devant le groupe parlementaire. Et Kohl m'a toujours dit, je dois lier cette question finalement d'un vote final à la réunification elle-même, parce que je crains, il y a un certain nombre de députés au sein du Bundestag, je dirais une trentaine, quarantaine CDU, une vingtaine SPD à l'époque, et une dizaine FDP, qui étaient du côté de ceux qui étaient des réfugiés de l'Est de l'époque, qui allaient on risquait qu'il y ait un vote contre nous lors de la réunification. Et Kohl voulait lier pour les mettre, ce que j'appelle dans le coin, si vous voulez, politique, pour les Mm. obliger de dire oui, finalement. Et on cherchait le meilleur moment pour atteindre cela. Or, je pense, Elisabeth, les craintes du président Mitterrand ont été, je dirais, dissipées par Helmut Kohl au mois de janvier 90 lors de la rencontre informelle à Latché. Là-dessus, Ils oui. ont parlé sur l'avancement dans Oui, l'Arménie. c'est vrai, Joachim. On n'avait peut-être pas pris toute la mesure de ce que ça représentait, cette menace du tribunal de Karlsruhe.
Mais ce dont je me souviens, moi j'étais là, ils étaient au coin du feu, j'ai vu que euh, euh, Genscher était prêt à accepter que dans le communiqué de Strasbourg, on écrive intangibilité des frontières, et le chancelier, pour les raisons que tu viens de rappeler, était réticent à ce moment-là. Donc, Ça, on a en pris tout les cas, paroles de la ce qui, CNC. ce qui est très clair, c'est que dans cette discussion au sommet de Strasbourg, au coin du feu, euh, le président Mitterrand a très peu pris la parole parce qu'il présidait, et c'est Giulio Andreotti et Margaret Thatcher qui ont été les plus insistants. Bon. Mhm. Donc, il y avait quand même voilà, donc ça c'est vrai. Et quant au président Mitterrand, il considérait que depuis au moins depuis l'été 89 et depuis le 3 septembre 89 où il était allé à Bonn, hein, et où il avait dit devant la presse allemande, mais l'unification est un droit pour les Allemands à la condition que ça se fasse de façon démocratique, c'est-à-dire que les Allemands de l'Est disent d'accord, on savait qu'à l'Ouest c'était, et que ça se fasse de façon pacifique, d'où la question des frontières. Mais parce que sinon, il y aurait eu un effet domino, évidemment, si on avait commencé à modifier Mais ce n'était pas l'état d'esprit, je sais, du chancelier. Simplement, ça a été une discussion difficile ce soir-là, quand même, hein. Mais on Euh, peut rire et la parole de la voilà. CNCE au communiqué du passé. On a dû Oui, l'utiliser à Strasbourg encore pour passer. Mais de l'autre côté, Elisabeth, pour nous, je dis ça aussi dans mes souvenirs de manière très ouverte, le Conseil de Strasbourg était pour moi et pour Kohl le conseil le plus dur qu'il a vécu pendant Mhm. ces, ces 16 ans de chancelier. C'était froid, surtout il y avait, tu as cité Thatcher, Andreotti et j'ajoute à ça Lubers, Mhm. qui nous a fait les 400 coups encore après. Donc, néerlandais. Il y avait, je veux dire, une certaine hostilité ouverte de certains face à la réunification allemande qui allait, je dirais, changer l'équilibre européen, intra-européen. Hein. Tout était en mouvement à l'époque. Et il fallait essayer de contrôler ce mouvement. Hein. Tâche rude pour le président Mitterrand, hein, à l'époque, mais en même temps pour le chancelier Kohl, qui a dû, ce que j'appelle, contenir, je dirais, les uns et les autres. Oui. oui, mais Mais alors, c'était très difficile, pardon, c'était très tout va difficile bien. pour tous, parce que les opinions publiques étaient évidemment partagées, hein. Oui, exactement. Et donc, pareil, et le président Mitterrand nous disait, moi, je préside un pays où il y a encore une génération, la sienne et peut-être l'autre juste après, qui a encore le souvenir des deux guerres mondiales. Et Mhm. donc, il disait, je reconnais que c'est un droit pour les Allemands, aux conditions donc, démocratiques et pacifiques, Ouais. mais moi, président français, je ne peux pas montrer d'enthousiasme. C'est pas la même chose. On vit pas ça en France, peut-être et sans doute dans d'autres pays, hein, comme on peut le vivre en Allemagne quand on Ouais. reçoit. Donc, il comprenait ça très très bien. Et moi, je me souviens que l'été 89, qui a précédé le Conseil européen de Strasbourg, avec toutes ces charivaris là, je me souviens que le chancelier a envoyé plusieurs émissaires, et en dernier lieu Genscher, le ministre Genscher, voir François Mitterrand pour lui dire, écoutez, franchement, j'ai besoin d'encore un peu de temps, quoi. Et le président considérait que ça faisait 30 ans qu'on en parlait, que le chancelier y avait donné son accord, et que d'ailleurs, si on ne le faisait pas, si on ne fixait pas une date pour l'ouverture de la conférence, un an après, si on ne fixait pas une date sous présidence française, ça ne se ferait pas. N'oublie pas, Donc voilà l'état d'esprit en France, en tout cas. n'oublie pas, fin 89, nous n'avions pas de majorité pour la réunification au sein du Bundestag. La SPD contre, Mhm. les Verts contre, les seuls, c'était les libéraux et je dirais une majorité de CDU. Mais s'il y avait eu un vote secret, je dirais décembre 89, on aurait eu du mal. Parce qu'en Allemagne, l'Allemagne avait pratiquement mis de côté la réunification allemande.
je ne veux pas citer ce que certains sociodémocrates ont dit à l'époque, hein, mais un Kohl luttait, si vous voulez, contre le vent. Mhm. Et d'où ce que j'appelle la pression venait d'un côté de Paris, la pression avec, je dirais, une minorité allemande, une majorité allemande contre lui, hein, un Andreotti qui faisait son jeu derrière les coulisses. À l'époque, le seul qui nous a dit de manière enthousiasmée oui, c'était Philippe González. Ça, c'était notre allié, notre premier allié à l'époque. Hein. Alors, ok, je rappelle juste rapidement pour tout le monde, Felipe González, donc Premier ministre de l'Espagne, à l'époque, social-démocrate ou socialiste, selon la terminologie, et le souvent cité Hans-Dietrich Genscher, donc ministre des Affaires étrangères pendant quasiment toute la période Helmut Kohl dans les gouvernements qui se sont suivis. Donc, juste pour rappeler les noms. Alors, on a sur la question de la mise en œuvre de l'union monétaire, on a une première question sur le chat, je viens de l'apercevoir, qui a affaire aussi aux négociations, parce que mon collègue Hassen Slim, que je salue au passage, qui est basé sur Paris, il nous demande comment les fameux critères de Maastricht, qui ont eu ce nom aussi, les critères de Maastricht, ont-ils été définis, peut-être aussi à quel moment de la négociation ont-ils été définis et par qui exactement? Monsieur Bitterlich, peut-être, si vous voulez commencer. Elisabeth, je pense que tu es plus proche de cela, parce que Oui, ouais, finalement, ce que j'appelle les fameux 3 et 60%, moi je le cite toujours, c'est une invention française. D'accord. Pour simplifier et pour rendre le traité de Maastricht de manière plus lisible pour le grand public à l'époque. Et c'est à Bercy que ça a été inventé. Hein. Bonne idée. Aujourd'hui, on voit un petit peu ce que j'appelle les avantages, les inconvénients de ces deux chiffres. Parce qu'il faut revoir ce qu'on appelle le pacte de stabilité. Elisabeth, plutôt à toi d'expliquer. non, mais c'est ça, c'est qu'à l'époque, en effet, mais moi, j'étais pas dans l'élaboration à Bercy. Hein, donc, l'impression que j'ai eue à l'époque, et qui m'avait été confirmée par Jean-Claude Trichet, donc, qui était le directeur du Trésor français, qui deviendra premier président de la Banque centrale européenne, c'est qu'ils avaient calculé que la combinaison de chiffres qui permettait de stabiliser la dette des principaux États membres, hein, c'était compte tenu du fait que, dans mon souvenir, les taux d'intérêt moyens étaient, je crois, autour de 8%. On empruntait cher à l'époque, hein, par rapport à aujourd'hui. Et donc, les deux chiffres de 3% du déficit, des déficits publics et 60% maximum, c'était ce qui stabilisait la dette européenne. Donc, c'était ça, voilà. Ceci dit, on aurait été en effet mieux inspiré, hein, de regarder comme on va le faire, j'espère, là, quand on rediscutera du pacte de stabilité, parce que il ne faut pas garder les mêmes règles, on n'est plus dans le même contexte, là, on n'a plus cette forte inflation qu'on avait, hein, quand même, en France en tout cas, et dans plusieurs pays. Donc, on n'a plus, tout ça est dépassé, mais il faut des règles. Hein. Et on aurait été bien inspiré à l'époque de retenir la suggestion qui, je crois, venait de beaucoup d'économistes allemands, qui était de dire, mais faisons une distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, par exemple. Voilà, Hein. voilà. Voilà. Je suis d'accord. Donc voilà. Alors, c'était un raisonnement plus économique et moins symbolique. Hein. Et enlever les dépenses militaires Oui, du calcul. Hein. voilà.
Ouais, bah, on va voir. 30 ans plus tard, on est dans une fenêtre d'ouverture aussi pour les renégocier, vu que la crise sanitaire a bousculé tous les budgets de la zone euro. C'est certain. J'aimerais bien peut-être revenir rapidement sur la remarque de tout à l'heure, comme quoi, s'il y avait eu référendum en Allemagne, et il n'y en a pas eu, parce que Il on y a eu en France. Mhm. On peut en parler de la France tout à l'heure. Parlons un instant de l'Allemagne. Donc, il aurait été donc douteux d'obtenir une majorité dans une population en principe plutôt acquise à la construction européenne, mais encore plus amoureuse de son Deutschmark. Est-ce que c'était ça la question? Et peut-être je peux demander à ma collègue Silke de mettre un petit carton sur l'écran sur les Allemands et les Deutschmark qu'on a préparé en cachette. Silke, là-dessus? Alors j'espère qu'il va s'afficher. Alors elle cherche. Et ben voilà, donc trois petits dessins, donc je les commente très rapidement. À droite, on voit un couple, l'allemand lambda, qu'on appelle chez nous le Michel allemand, et son épouse, la Deutschmark, qui se souviennent de la pauvreté de 1949 et qui sont désormais, ils ont un beau canapé, un beau bel intérieur, ils sont devenus des citoyens plutôt aisés. Donc ça, c'est un dessin de 1968 à droite. En haut, on a l'Allemand et son doudou, le Marc dans le lit, avec une forte transpiration d'angoisse à l'échéance de l'introduction de l'euro. Donc ça, c'est un dessin qui date de 91, donc même avant la signature du traité de Maastricht, mais d'ores et déjà, la peur s'installe. Et en bas, à gauche, on a la prière du soir qui est adressée au président de la Bundesbank pour qu'il protège le peuple de l'inflation. Donc, c'est des caricatures qui sont drôles en même temps, mais ils traduisent aussi euh, la forte émotionnalité de cette question, je pense. Donc, merci beaucoup aussi qu'on peut revenir en arrière. Est-ce Mais que c'était ça? regardez cette dernière caricature, hein, et qui a peut-être inspiré Jacques Delors, hein, à utiliser ce qu'il répétait de manière rituelle presque. Il n'y a plus tous les Allemands qui croient en Dieu, mais tous les Allemands croient à la Deutsche Bundesbank. Hein. C'était ça, un petit peu ça, peut-être caricaturé s'il en veut, mais le symbole était quand même très très fort en Allemagne. Et regardez cette symbolique aussi pendant la réunification allemande. Hmm. Hein. Le rush sur le Deutschmark, c'est la première chose qui intéressait. Les citoyens allaient participer à la prospérité grandissante, le Deutschmark et deux objectifs de voyage, deux premières expressions de liberté. L'une était Majorque, les vacances à Majorque, Mhm. et l'autre était aller à Paris, aller voir la Tour Eiffel. Sur place. Et Oui. ça, c'était les grandes valeurs symboliques à l'époque. Hein. Faut pas Et donc, oublier. le Marc, donc, est-ce que c'était la seule barrière? C'était ça ma question. Alors, je suis venu en France en 91, jeune citoyen, et j'étais content d'avoir de nouveaux droits octroyés par le traité de Maastricht de 92. Mais j'étais quand même surpris par l'émergence d'un mot que je ne connaissais pas, national souverainiste, pendant la campagne de ratification. On va peut-être y revenir. En Allemagne, est-ce que les réticences envers ce traité étaient uniquement liées à l'union monétaire, à cause de ce lien fort et symbolique avec le mark, ou est-ce qu'il y avait d'autres causes de méfiance et de réticence des uns et des autres? En premier lieu, c'était évidemment c'était le Deutschmark à l'époque.
D'autres, je les vois moins à Mhm. l'époque. Il y a eu quand même, et ça, il ne faut pas oublier, une une certaine méfiance qui s'est accentuée face aux voisins pendant cette période. Ça, il ne faut pas Mhm. oublier. Hein, c'est pas comme ça. Helmut Kohl devait vraiment faire l'effort permanent pour garder l'unification européenne comme un ancre de la politique allemande. Mhm. Il fallait ce que j'appelle les répéter sans arrêt, renforcer aussi et Mhm. assurer les Allemands sur cette voie. Oui. Mhm. Et n'oubliez pas, attention, nous avions à l'époque d'un coup 16 millions d'Allemands de plus qui n'avaient pas du tout cette expérience de l'intégration européenne. Pas du Mhm. tout. D'où cette sensibilité extrême face à tout ce qui allait se passer à partir de 90. Moi, j'ai dû travailler ces dernières années sur la politique agricole. Je faisais partie d'une commission d'historiens indépendants pour le ministère, pour retracer l'histoire du ministère de l'Agriculture à Berlin. Or, une des expériences, je dirais, les plus difficiles était l'agriculture à l'époque. Hein. Et là aussi, la Commission européenne a énormément aidé, je dirais, à nous accompagner de manière positive pendant toutes ces années. Hein. Mhm. Hum. Je dis jusqu'aujourd'hui, un examen de maturité particulière a été pour la Commission européenne, c'était toutes les années, les premières années de la réunification allemande. Mhm. Hum. C'est dommage que par la suite, Elisabeth, les grands patrons ont décidé plus jamais de l'or. Hmm. Jacques Delors était devenu trop fort comme président de la Commission, pour certains du moins, Ouais. et il cherchait désespérément quelqu'un plus faible que Jacques Delors et que l'équipe qui entourait Jacques Delors. Oui, ils ont Ça, réussi ça a à été le faire. réussi après, hein, Oui. Je rappelle rapidement donc hélas. C'est que bien. Jacques Delors était à la tête de la commission de 84 à 94, donc deux mandats complets, juste pour le contexte à nouveau. Alors, on va peut-être donc basculer donc de l'autre côté du Rhin, comme souvent, avec cette campagne de ratification. France. Il y a une question dans le chat aussi qui porte sur cette ratification et les résultats somme toute assez décevants de ce référendum, Ric et Rac, et on se disait ça aurait duré encore un mois de plus, ça aurait basculé vers le non, ça se trouve. Je crois que j'ai préparé aussi quelques couvertures de journaux du lendemain du référendum. Silke, si tu peux les uploader. Je rappelle rapidement que le référendum a eu lieu le 20 septembre 92. Peut-être, Madame Guigou, une fois qu'on a regardé ce que Silke va afficher, peut-être vous nous retracez déjà l'origine du référendum, parce qu'au début, c'était pas prévu. Et finalement, il y en a eu un. Si ma mémoire est bonne, il a été annoncé en été pour le 20 septembre. Donc, on voit les journaux de l'époque. C'est un tout petit oui, hein, avec donc 51 à 49. C'était pas de quoi pas banner, mais je présume que vous étiez très, très soulagé ce matin-là. Oui, d'autant plus que j'étais devenue ministre des Affaires européennes entre-temps et que j'avais passé l'été à faire la campagne sur le terrain pour la ratification du traité. Parce que quand le président a annoncé au Conseil des ministres, donc au mois de juin, Mois de juin. qu'il décidait le référendum, c'était d'abord, après avoir consulté, il a fait un tour de table, consulté l'ensemble des ministres. Je crois que j'ai été la seule à lui dire oui, il faut le faire. À l'époque, j'étais un peu naïve en politique je ne savais pas encore qu'en France, quand il y a un référendum, on répond toujours à côté de la question qui est posée. Et bon,
En tout cas, je tenais ce raisonnement parce que j'avais fait ma première campagne électorale 3 mois avant. J'avais vu que les citoyens trouvaient déjà que le pouvoir politique était très, très, très loin d'eux, hein, qu'il ignorait leurs préoccupations quotidiennes. Et donc, moi, mon raisonnement, c'était de dire au président, bah, écoutez, c'est un saut tellement important qu'il faut impliquer l'ensemble. Il faut que les citoyens s'approprient ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si c'est ce qui l'a convaincu, mais en tout cas, il a annoncé sa décision le lendemain du non Mmh. danois, du non Ah au d'accord. référendum danois. Donc c'était C'est directement lié. Mmh. Ah oui, Mmh. c'est clair. En tout Mmh. cas, sur le moment, je pense que sa décision sur le fond de recourir au référendum était prise parce que euh, je crois qu'il pensait que on pouvait pas ratifier un tel traité comme ça un peu uniquement entre parlementaires, mais qu'il fallait un débat plus large. Alors moi, j'ai passé l'été, hein, tous les jours, hein, à faire des réunions publiques partout, dans les régions qui avaient souffert des restructurations minières, de partout il y avait du monde. Et c'est vrai que en l'espace de 2 mois, j'ai vu les sondages se modifier, puis je recevais du courrier, puis je voyais l'ambiance qui pouvait être extrêmement tendue Mmh. dans les régions publiques, avec notamment des agriculteurs en furie, qui brûlaient des pneus, des barrages qui voulaient m'empêcher de faire les réunions. Enfin, c'était assez violent, hein. Mmh. Et si bien que autour du 15 août, parce que j'ai pas pris de vacances du tout, hein, là, j'étais allée juste le week-end du 15 août en Provence. Et là, le président Mitterrand m'appelle et me dit, bon, alors, parce que j'étais quand même un peu seule sur le terrain, quoi. Roland Dumas se faisait photographier dans les magazines, dans sa chaise longue, là, dans le sud-ouest. Les autres prenaient des vacances. Bon, non, le président m'appelle et il me dit, bon, alors vous êtes là au charbon, comment vous sentez les choses? Ben, je lui dis, écoutez, monsieur le président, très mal, de plus en plus mal. Donc, ah bon, ben, alors venez me voir. Donc, je suis allée le voir immédiatement, hein, à Latch, où il était en vacances. Il était déjà très malade, hein. Euh, et je lui ai dit, écoutez, il faut que vous vous impliquiez personnellement, parce que sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Et c'est là que je lui ai décrit ce que j'avais vu. Et c'est là qu'il a pris la décision, malgré donc sa maladie, de faire cette émission de télévision Mmh. débat avec Philippe Seguin. Il a choisi Philippe Seguin parce que c'était l'orateur du non à La voix Maastricht du nom. Oui. qui s'est d'ailleurs très très bien comporté avec le président, qui devait sortir plusieurs fois, hein, tellement il souffrait. Mmh. Et donc, c'est ça qui a fait la décision, hein. Mmh. Mais fondamentalement, d'abord, euh, d'abord, Philippe Seguin a fait une très très bonne campagne pour le non. Ça, c'était comment dire, la vieille tradition gaulliste nationale qui ressortait. Parce qu'il faut se souvenir des propos qu'avait tenus le général de Gaulle quand même sur les communautés européennes, hein. Après, il n'a pas remis en cause les traités parce qu'il avait une haute idée de la valeur de la parole de la France. Mais enfin, et donc il y avait ce courant-là dans le parti gaulliste qui était très fort, beaucoup plus fort que le courant pro-européen qui Mmh. existait pourtant, hein. Et par ailleurs, il y avait tous les bobards, les mensonges qui étaient racontés à longueur de colonnes et qui faisaient évidemment un mal fou. Et là, il y avait une sorte de montée, quoi. Alors, Mmh. c'était en réalité les arguments qui étaient repris dans la presse, c'était plutôt des arguments contre l'acte unique que contre le traité de Maastricht, c'est-à-dire l'inflation des directives, un traité technocratique, et pourquoi on nous impose. Bon, le vieux fonds protectionniste français aussi se rebellait contre l'acte unique et Mmh. l'ouverture des frontières, en tout cas le passage des marchandises. Enfin bref, il y avait une conjonction terrible. Oui. Mais oui, il a fallu l'implication Oui. personnelle du
président. Ouais, Ouais. c'est vrai ça. Je crois qu'on a aussi une photo, de la rencontre entre Monsieur Séguin et Monsieur Mitterrand. Je me suis voilà, pas là. Dans son speech qui était pas, ça devait être au mois de juin, voire même avant, le grand speech dans le Parlement, j'ai envie de citer Monsieur Séguin rapidement, quand il a dit, «Une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend, au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences.» C'est un texte qui aurait pu être prononcé en 2016 au Royaume-Uni lors de la campagne du Brexit. C'est exactement les mêmes arguments, mais je vous rejoins. J'ai le souvenir d'avoir suivi le débat à l'époque et il a été presque doux pendant cette confrontation avec le président, alors qu'avant, il avait été très, très tonitruant. C'était un peu surprenant. Mais On- sur cette photo, oui, Jacques, c'est la quatrième personne dans ce débat ce soir-là. C'était un certain Helmut Kohl Oui, qui, qui est je intervenu. Ouais. ne vais jamais oublier, c'était Hubert Védrine qui m'avait oui. appelé. Qu'est-ce que tu en penses si Helmut Kohl pouvait participer à ce débat-là? Et j'ai parlé à l'époque avec le chancelier, toute l'équipe autour de lui contre. Mais il ne faut pas se mêler de ce débat français, c'est risqué. Si Mitterrand perd le référendum, on va nous le reprocher, c'est la faute des Allemands. Finalement, et Kohl a dit non, 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 je vais le risquer, je vais le faire, sciemment, pour l'ami Mitterrand. Mm. Et c'est d'ailleurs une première dans ce genre, hein, Elisabeth, qu'un chancelier allemand se mêle d'un débat français directement pour soutenir le président. Mhm. C'était pour moi extraordinaire à l'époque. Ouais, c'était Et risqué aussi. c'était risqué. J'ai Oui, passé un après-midi avec le chancelier à l'époque qui était pris par des réunions euh, du parti. J'ai passé un après-midi avec lui pour le préparer à ce débat. On Mm. préparer ensemble à ce débat. Quelles peuvent être les questions potentielles? Comment faut-il réagir? Comment faut-il pas réagir, etc. Dans le sens allemand. Et moi, je me souviens aussi, à l'époque, Kohl m'avait autorisé aussi de participer dans le débat en France. Et à l'époque, c'est Joseph Rovan, Elisabeth, qui m'avait Mm. demandé de participer à des débats en France. Et le premier débat auquel j'ai assisté, qui était extrêmement dur, c'était Marseille. Rovan Mhm. avait inventé cette idée, bien, il faut aller dans la cage du lion, c'est Marseille, parce qu'ils seront tous contre, pour des raisons d'immigration, etc. Et j'ai eu un débat extrêmement dur avec eux sur place. Je Mhm. me souviendrai aussi. Hein. Mm. dans le sud de la France, c'était terrible. Moi, j'ai eu affaire à des Oui, gens oui, la violence physique. Hein. Euh, Mhm. donc, mais non, c'était un grand moment. oui, Et au fond, euh, parce que le chancelier a fait ça très bien et parce que, au fond, il n'y avait pas de témoignage plus parlant du fait que c'était l'entente franco-allemande qui était le ciment de l'Union européenne. exactement. Voilà. Mm. Et Exactement. c'est quand même des deux côtés, Oui. du côté du président comme du côté du chancelier. Des deux côtés, il y a eu des risques de politique intérieure qui ont été Mhm. pris à des moments clés. Hein. Et avec une aide mutuelle. Hein. On se souvient du discours du président Mitterrand devant le Bundestag en disant les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est quand même. Mm. Alors que les sociodémocrates, c'est-à-dire ses propres amis politiques, Vous avez défendaient fait chauffer des Helmut Schmidt. positions différentes. Donc, Ça, c'était dans les il y années a, 80, oui. voilà, dans Ah, les années si. 80. Donc, si vous Hein. voulez, l'entente Mitterrand-Kohl, elle remonte au début des années 80 Oui. à l'aide qu'a apporté le chancelier au président Mitterrand quand il a fallu dévaluer en mars 83 pour la troisième fois en moins de 2 ans.
hein, où l'Allemagne a accepté de faire une partie du chemin pour pas que la France se sente humiliée dans le réajustement des parités monétaires au sein du système monétaire européen. Ensuite, donc, il y a eu le discours au Bundestag, la poignée de main de Verdun. Enfin, tout ça, c'est une séquence qui a scellé entre les deux chefs d'État, enfin, de gouvernement, vraiment une amitié profonde, quoi, qui était fondée sur une estime mutuelle formidable, hein. Et donc, les risques de politique intérieure, ils ont été, parce qu'il a Oui. fallu que Mitterrand fasse avaler par le Parti socialiste le marché unique, hein. C'était pas Mhm. évident, hein. Oui, oui. Enfin, ça a été constant, quoi. C'est son autorité de président de la République qu'il engageait chaque fois vis-à-vis de sa propre majorité. Mhm. Et au mois de septembre 92, par ailleurs, les collègues de l'Élysée étaient des témoins pour un événement pas imaginable côté allemand. À l'époque, Elisabeth, c'était la grande spéculation contre le franc français aussi, lancée par un certain Américain qui a joué un rôle néfaste après, même dans d'autres pays européens aussi. Mais à l'époque où un Kohl appelait, à l'époque, Weigel et Schlesinger, président de la Bundesbank, qui était encore à Washington à la réunion d'automne de l'UFMI, hein, pour aider la France à sortir de cette crise. Et ce qui Ouais, a été ouais. fait le même soir par une déclaration commune où les marchés ont essayé de spéculer pendant, je dirais, quelques heures contre. Ils ont ensuite compris, attention, il y a des armes encore plus fortes qui sont cachées pour le moment, où le franc français a été sauvé. Mhm. Ça, c'était ce que j'appelle une amitié scellée qu'on n'a plus jamais vue dans l'histoire. Non. Moi, je la compare à celle entre De Gaulle et Adenauer, finalement. Mhm. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, au moment où on conclut et où on signe le traité de Maastricht, il y a eu une série de dévaluations compétitives, hein, puisqu'on n'avait pas encore la monnaie unique, donc on était encore dans le système monétaire européen, avec l'obligation de maintenir quand même des marges de fluctuation. Or, à l'initiative du Royaume-Uni, il y a eu des dévaluations compétitives qui ont été faites dans le but de faire échouer l'affaire, quoi, quand même. Oui, Bon. Alors évidemment, qui était facilité par le fait que l'Italie était faible, que la France était quand même encore dans une situation économique pas très consolidée. Donc il a fallu oui, beaucoup d'ententes, heureusement, pour y arriver, parce que ça aurait pu capoter pendant toute cette période qui a séparé la signature du traité, sa ratification et l'entrée en vigueur, 1999, hein, c'était pas évident que ça se réalise. Donc, on a là donc une illustration de cette vieille règle que quand la France et l'Allemagne sont alignés sur un objectif, Mm. c'est là qu'on peut faire bouger les choses. Alors, j'ai une question justement dans le chat tout à fait sur la même veine. Je vais vous la lire telle qu'elle. J'ai l'impression que cet événement historique a abouti grâce aux convictions personnelles et personnalités de certains chefs d'État, notamment français et allemands. Donc ça, on a entendu. Et la question, est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État européens, les chefs de gouvernement, ont toujours cette même liberté d'action? Est-ce qu'ils ont une autonomie décisionnelle comparable dans leur propre pays déjà? Quelle est votre évaluation de la situation d'aujourd'hui pour continuer à faire bouger la construction européenne vers l'avant? D'abord, nous ne sommes plus 12, nous sommes 27 déjà. Ça change énormément. Mhm. Ça ne change pas le fait que quand la France et l'Allemagne sont d'accord, les autres suivent, hein. Parce qu'on l'a vu, par exemple, pour cette décision historique qui a Historique. été prise à l'initiative du président Macron, qui avait commencé par rassembler quelques pays, pas tout de suite l'Allemagne, et qui a convaincu Madame Merkel, mais qui se rendait compte aussi qu'il fallait quand même consolider le marché unique, qui était tellement important pour les échanges allemands, le commerce extérieur, etc.
Donc, il y a eu ce saut historique fondamental d'avoir un emprunt communautaire, chose que le chancelier Kohl avait refusé à Jacques Delors. Hein. Si tu te souviens, Joachim, que Jacques Delors, en 1993, a présenté un rapport au Conseil européen et pendant 14 conseils européens successifs, il a présenté le même rapport en disant il faut accompagner la monnaie unique par une union économique. Et pour ça, on a besoin d'investir dans des investissements d'intérêt général européen. Alors, Mmh. tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait faire ça, mais personne n'était d'accord sur la conclusion que proposait Delors, c'est-à-dire de faire un emprunt commun. Et parce que, évidemment, il y avait le spectre là de la mutualisation de la dette dont on peut comprendre que l'Allemagne ne voulait pas, parce que c'était une union de transfert à ce moment-là. Mmh. Donc là, le président, Ça alors peut je augmenter dois les dire, dépenses. Oui, le ça. président français, il a un avantage quand même, c'est que s'il a une majorité solide, hein, ce qui est le cas pour le président Macron, il est quand même beaucoup plus libre que le chancelier ou la chancelière de décider seul. Voilà, c'est pas du tout le même système institutionnel. Le président de la République française peut décider seul avec son gouvernement et avec sa majorité de faire des avancées spectaculaires. Voilà, on sait qu'en Allemagne, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Moi, je me souviens que c'était le chancelier avait expliqué au président Mitterrand tout à fait au début, il avait dit, vous savez, moi, je ne suis pas dans la même position que vous. Il n'y a qu'au Conseil européen que je peux décider. Mais sinon, c'est un accord, voilà, c'est un primus. Enfin, ce n'est pas à moi de parler pour le système institutionnel allemand. Qu'est-ce que tu dis de ça, Joachim? Non, non, mais très bien décrit. Notre système, je dirais, politique est totalement différent au système politique français. D'abord, nous sommes ce que j'appelle une démocratie parlementaire pure et dure. Le Parlement a le dernier mot. Le chancelier doit chercher les majorités. Deuxièmement, les ministres allemands dans le système ont leur autonomie dans leur domaine, hein, et seulement lorsqu'il s'agit de domaines qui vont au-delà de leur sphère ministérielle, là, un chancelier peut utiliser son droit de directive politique. C'est assez restreint, mais évidemment, ça dépend toujours du chancelier lui-même s'il ose utiliser. Or, à l'époque, ce que Jacques Delors, c'était pas un nouveau débat qu'on avait. Moi, je me souviens des premiers débats à la fin des années 80 déjà. 88, c'était pour moi le premier débat de ce genre où on a préféré, ça allait plus de manière plus facile, c'était augmenter les fonds européens, augmenter les dépenses pour l'Europe. Oui, on a Et fait. on aurait pu ajouter à l'époque quelques éléments de plus, je dirais, de subsides à l'un ou à l'autre. Mais en même temps, Elisabeth, n'oublie pas, on était un petit peu on faisait attention, quelle était l'attitude des Grecs, hein, quelle était l'attitude des Italiens, on a compté les oliviers 3 fois, etc. Il y avait cette méfiance entre le Nord et le Sud, hein, qui régnait pendant longtemps. Et ces débats n'étaient pas faciles du tout, hein. Mais je dis, à un certain moment, il fallait ce courage pour faire ce saut, hein. Angela Merkel l'a fait, hein, avec le soutien de son ministre des Finances qui, dans sa prudence, lui avait suggéré différents modèles pour atteindre l'objectif, mais surtout pas le modèle, je dirais, d'une véritable dette commune européenne, hein, ou d'une mutualisation de nos dettes nationales existantes. Bien Pas. sûr. En Allemagne, c'est impossible. Mais on a fait ce pas, je pense, c'est un coup de génial quelque part, hein, qui a été fait, et c'était une des options d'ailleurs que Olaf Scholz avait développé pour Angela Merkel. Il ne faut pas oublier, elle l'a fait finalement. Et ce qui est plus marrant, il n'y a pas pratiquement eu de débat en Allemagne, dans le Bundestag. Ça passait comme une petite lettre sympathique dans la boîte aux lettres et terminé. On n'a pas eu le débat là-dessus. Intéressant pour moi. Donc, ça répond aussi à la question de notre auditrice, dans la mesure où est-ce qu'aujourd'hui, ils ont toujours cette liberté?
et la décision de 2020 sur le plan de relance et la dette commune, c'est un saut en avant peut-être comparable à 92 et donc la Il faut y réponse aller est par étapes. Il oui, faut y parfois ils aller peuvent. étape par étape. Et je dirais la prochaine étape sera pour moi qu'on redéfinira les critères de Maastricht. Par Mhm. exemple, on enlève les dépenses militaires, on enlève l'investissement. Ce sera assez dur pour le définir, oui, on le verra, mais on arrivera finalement, peut-être sous présidence tchèque ou sous présidence suédoise. Je Mhm. ne pense pas sous présidence française, c'est trop vite. Non. Mais ce sera le premier pas et ensuite on trouvera des moyens. Et moi, j'ai en tête la voie la plus facile serait de faire de ce que j'appelle de notre système européen qu'on a créé, d'en faire un fonds monétaire européen. Pour moi, c'est la logique là qui facilitera énormément certaines choses. Je pense Bah, que les Allemands vont c'est- accepter ça à la fin. oui. Je garde un œil aussi sur la Dans ce montre. débat qui Bon, va s'ouvrir à la fin de cette année, oui, puisque c'est là qu'il faudra rediscuter, c'est sûr que la question fondamentale va être bon, qu'est-ce qu'on considère comme qu'est-ce qu'on considère comme dépense, hein, et Oui. surtout, est-ce qu'il peut y avoir une approche différenciée selon les pays? Parce que c'est vrai que mm, il y a les derniers critères du oui, traité budgétaire, ils n'ont jamais été respectés. C'était impossible d'ailleurs. mm, On ne pouvait pas imaginer que brutalement, on atterrisse sur les 60% de la dette déjà avant la crise. Donc ce que la crise sanitaire et surtout le réchauffement climatique a apporté de nouveau et la nécessité de faire des investissements numériques considérables dans tous les pays, il y a ces deux défis de transition numérique et de transition climatique, hein, énergétique, qui renouvellent complètement la problématique parce qu'il y a besoin d'investissements très importants. Et mm, donc déjà, on a fléché les 750 milliards d'emprunts vers ces deux défis les plus importants. Et c'est ça, au fond, qui montre. Bon. Et puis le fait que là, c'est à l'Europe de s'en sortir toute seule, hein, personne ne viendra à son secours. Donc, ou bien on perd définitivement pied dans la compétition mondiale qui est de plus en plus féroce, quand même, et sans règles, justement, ou bien alors on se donne les moyens de faire ensemble. Entendre et nos valeurs et nos intérêts. Je crois que mm. c'est ça qui est en jeu maintenant. Mais tu vois en même temps ce que j'appelle la méfiance qui règne de nouveau, ou je dirais presque une certaine peur à Berlin, je la ressens, face à la politique de dépenses de l'actuel gouvernement français. Oui, bien sûr. Mais ben, il faudra bien rembourser cette dette un jour, hein, ça c'est Oui, sûr. c'est ça. Sûr, Il faut regagner la confiance quelque part. bien sûr, Oui, c'est clair. ça m'a l'air d'être un combat un peu permanent, regagner la confiance et c'est aussi le mot-clé pour la totalité de l'intégration européenne. Sans confiance mutuelle, ne serait-ce que par intermittence, on n'y arrive pas, on n'y est pas arrivé Mm. et on est arrivé quand on se faisait confiance. C'est peut-être aussi, je crains un petit peu le mot de la fin, presque déjà, puisque je garde un œil sur la montre. Monsieur Bitterlich est attendu dans une deuxième discussion franco-germano-italienne, donc avec une perspective légèrement différente. Donc, je vais vous adresser mes sincères remerciements d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec une grande franchise vos souvenirs, vos conclusions aussi, votre évaluation de ce moment historique que nous avons saisi aujourd'hui pour une petite commémoration webinaire qui, ma foi, a dépassé mes attentes. J'ai pris beaucoup de notes, mais je serais tenté de voir le replay très rapidement également pour les compléter. Un très grand merci. Je suis content aussi qu'on ait pu répondre aux questions qui sont apparues dans le chat. Je rappelle aux auditeurs que nous laissons le chat ouvert maintenant encore quelques minutes. Si une question vous revient, je tenterai d'y répondre dans les jours qui viennent par écrit. Voilà.
Merci Oui, beaucoup. merci à vous d'avoir organisé ce débat. C'était un plaisir, comme toujours, Joachim, de se retrouver. Merci d'avoir Oui, démontré cette complicité franco-allemande. oui, ça, franchement, elle était sympa à voir, je vous ne le cache pas. Ah, très bien. Sur ce, donc, je souhaite une bonne soirée à tous. Donc, le chat reste ouvert. Merci beaucoup et à la prochaine fois peut-être. À la prochaine, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.